et bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTL. Ce mois dédié à la femme, elles sont nombreuses à avoir commencé leur balai sur le plateau de Matin Bonheur. Et aujourd'hui, on va deux qui vont venir nous parler de leur combat pour les droits des femmes. Installez-vous confortablement, Matin Bonheur commence maintenant. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. Ok? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents, protégeons la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur la région. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 25 degrés pour Adiaké, 24 degrés à Bandoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 degrés pour les villes de Bouna, Boundiali et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro et Gagnoa. On enregistrera une série de 24 degrés pour les régions de Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiasalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour la région de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera un début d'après-midi généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-ouest et de l'est observeront la présence d'orages isolés, accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux avec risque de faibles pluies intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 30 degrés pour Adiaké, 36 degrés pour Bandoukou, 37 degrés à Boaké, 39 degrés pour Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés dans les régions de Gagnoa et de Guiglo, 37 degrés pour Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 31 degrés pour la ville de San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 34 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés pour Touba et Yamoussoukro.
Bonjour et merci d'être des nôtres pour ce flash d'information. Tidjane Thiam en phase avec le président Alassane Ouattara pour la paix en Côte d'Ivoire. Cet engagement, le nouveau président du PDCI RDA et le président de la République l'ont pris hier lundi au palais présidentiel. Tidjane Thiam est allé informer le chef de l'État du déroulement des obsèques de l'ex-président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, du 20 mai au 2 juin 2024. Témoin de cette audience, Mahama Traoré. C'est l'image du jour. Cette poignée de main entre le président Alassane Ouattara et Cheikh Tidjane Thiam, nouvellement élu à la tête du PDCI RDA. C'est la toute première rencontre entre le président du parti au pouvoir, le RHDP, et celui du premier parti d'opposition. Bien évidemment, il a été question de l'organisation des obsèques de Henri Konan Bédié, ancien chef d'État et ex-président du PDCI RDA, décédé le 1er août dernier. En accord avec la famille du défunt, les dates sont arrêtées. La délégation du PDCI RDA, conduite par Tidjane Thiam, est venue en informer le président de la République. Le souhait de la famille, c'est que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai. Et c'est ce qui se fera avec l'aide et la bénédiction du président et le soutien de l'État. L'État prendra toute sa place dans ce deuil, assure le président Alassane Ouattara. La date est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. Autre symbolique de cet entretien, l'engagement pris par les deux personnalités de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des divergences politiques. En tant que parti politique, se réclamant de l'idéologie oufouettiste, le RHDP et le PDCI RDA disent regarder dans la même direction. Le président Ouattara, à l'occasion, a souligné d'ailleurs plusieurs anecdotes que nous ignorions sur différentes choses que le président Bédié a fait et sur la nature des relations qui les liaient. Et donc je souhaite, moi, m'insérer dans ce cadre-là et pouvoir avoir des échanges réguliers avec le président de la République, comme je l'ai dit, bénéficier de ses conseils et travailler également avec nos frères et amis du RHDP. Nous sommes des partis oufouettistes, tous les deux, et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, moi-même j'ai été numéro 2 du PDCI quand j'étais Premier ministre de 90 à 93. Donc c'est un parti auquel je suis particulièrement attaché. Et c'est un parti avec lequel le RHDP a des relations fortes, étroites, la même philosophie, la même vision pour une Côte d'Ivoire en paix, stable et prospère. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI RDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Voilà qui consolide l'atmosphère de décrispation que connaît la Côte d'Ivoire suite à la libération récente d'une 50aine de personnalités politiques et militaires. En image, début ce lundi 11 mars 2024 du mois saint de Ramadan, c'est une période de pénitence et de prière pour la communauté musulmane en vue d'être en communion avec Allah, leur Dieu, et bénéficier surtout de ses grâces. Quand et comment prier, quand et comment manger sont par exemple autant de meilleures dispositions à observer par les fidèles musulmans, des dispositions spirituelles expliquées à la fois par les guides religieux et autres nutritionnistes ou diététiciens. Hors de nos frontières en Haïti, alors que le pays sombre dans le chaos à cause des gangs qui contrôlent au moins 80% de la capitale Port-au-Prince, le Premier ministre Ariel Henry démissionne.
Sur notre continent, combat dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Angola évoque une possible rencontre entre Paul Kagame, le président rwandais, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en vue d'une solution. Fin de ce flash, l'info revient à 7 h. Monsieur Brou, merci pour le premier flash de l'information. Avant de vous retrouver à 7 h, un message peut-être aux femmes. C'est notre mois. Ah, il est parti, il n'a même pas répondu, c'est pas bien grave. Elles ont décidé de faire leur ballet sur le plateau de Matin Bonheur. Amis téléspectateurs, les femmes sont à l'honneur, elles ont la parole. Ce sont des paroles de femmes qui ont déjà été dites avant. Nous les femmes, nous sommes la moitié du ciel, la moitié de tout. La femme est au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons aujourd'hui la loi avec nous qui nous dit qu'il y a une parité 50-50. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir être dans tous les secteurs d'activité. Et nous voulons inciter toutes les femmes, plus particulièrement les femmes de Côte d'Ivoire, à se dire qu'il n'y a pas du tout d'activité dédiée à un homme. Il faudrait qu'elles prennent leur place partout et à tous les niveaux. Les filles, je peux leur dire non, ne triez pas un métier. En tant que métier, là, si il y a mécanique, vous pouvez faire aussi. Depuis octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de salaire parce que je suis femme, parce que j'ai refusé de donner mon sexe tout simplement à un homme. J'ai été première femme industrielle dans cette filière. J'ai payé cash. Je demande aux femmes d'ici et d'ailleurs de sortir des sentiers battus, de briser les pudeurs et prendre leur destin en main. Notre autonomisation financière, notre épanouissement dépend de nous-mêmes. Si elles ne sont pas formées, si elles n'ont pas d'exemple devant elles, ça sera difficile pour elles. Mais dès l'instant où elles ont la formation, elles ont des exemples devant elles, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas vertueuses. Par le travail, on est vertueux. Et nous avons une femme générale, une femme grande chancelière. Je pense que le président a montré sa volonté. C'est maintenant à nous, femmes de Côte d'Ivoire, de nous mobiliser autour du président de la République pour le soutenir, pour que tous les projets de loi en ce qui concerne la parité, en ce qui concerne beaucoup d'autres sujets, puissent passer plus rapidement. Une journée ne suffirait pas pour parler des droits de la femme, amis téléspectateurs, et c'est pour cela qu'à Matin Bonheur, nous avons décidé durant tout le mois de mars de les mettre à l'honneur et de leur donner la parole. Elle a la parole aujourd'hui, amis téléspectateurs, et son nom, c'est Sonia Kosono. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, la lame de la pureté, c'est une œuvre que vous avez bien en main, madame. C'est une œuvre théâtrale sur l'excision. Pourquoi ? Sur l'excision, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'excision a été abolie. Déjà que depuis 1990, il y a la loi qui est sur l'abolissement de l'excision. Mais il faut dire qu'avec le temps, on a l'impression voilà, que l'excision n'existe plus. Mais en réalité, elle est toujours d'actualité. Vous en avez été victime? Désolée, c'est très intime, mais bon, oui, on est entre nous. Non, juste que j'ai eu la chance au moins de côtoyer des personnes qui sont des victimes. Et pourquoi ça vous touche particulièrement? Il y a tellement d'autres combats. Oui, parce que ça relève de la sensibilisation de la femme. Et c'est très important de parler parce qu'aujourd'hui, l'excision arrache des vies. Et je peux dire qu'en ce qui concerne la femme, ça déstabilise aussi la femme, que ce soit de façon émotionnelle, physiquement et autres. Donc il est important de rappeler à chaque fois, tant que ça va se faire ressentir, il est important de rappeler pour que chaque femme ou homme aussi voilà, puisse se rappeler de ce moment-là. Voilà. Il y a longtemps que la Journée internationale des droits de la femme existe, mais de plus en plus en Côte d'Ivoire, les femmes prennent conscience qu'on doit marquer une pause parce que c'est important. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent, que les choses évoluent pour le bonheur des femmes? Oui, les choses évoluent, il n'y a pas de torture, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je disais la fois dernière, il faut dire que cette journée de droits de la femme, j'ai déjà animé près de 2 conférences sur le thème. Les choses avancent à pas de torture. Et je disais aux femmes, c'est à nous de revendiquer nos droits. Ce n'est pas aux autres de revendiquer nos droits à notre place.
Et tant que chaque 8 mars, on va se contenter que de porter des uniformes, excusez-moi, Tata Naomi. Ne vous excusez pas, parce qu'après, il y en a qui pensent que c'est juste la fête, il faut juste avoir un pagne et danser. Ça. Et donc, je me dis, mais quand vous dansez, qui mène la réflexion après pour vraiment faire le combat? Merci Tata Naomi. Et à chaque sortie, je le dis, c'est une journée de revendication et non une journée de fête. Voilà, chaque 8 mars, nous devons revendiquer nos droits, surtout les droits qui tardent à être mis en pratique. Vous avez quel droit, par exemple, qui tarde selon vous? Droit à l'éducation, par exemple. Moi, l'État fait des efforts quand même, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup plus de filles maintenant dans nos écoles. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de filles, mais c'est beaucoup plus dans les villes. Excusez-moi, parce que moi... Ne vous excusez pas, voilà. C'est ce que vous pensez. Voilà, moi, j'ai pour habitude d'aller beaucoup plus dans les zones enclavées que dans les villes. Donc, moi qui suis tout le temps avec eux, je sais plus ou moins ce qui se passe. Vous voyez, c'est un ami. Aujourd'hui, un parent qui a des enfants, qui a peut-être 5 enfants, 2 garçons, 3 filles, préfère scolariser les hommes au détriment des filles parce qu'il considère que la femme, à un moment donné, elle va se faire engrosser, elle va arrêter les études et autres. Mais malgré les sensibilisations qui sont mises en place, il faut dire que le phénomène existe encore. Il faut beaucoup mettre l'accent. Voilà, il faut beaucoup mettre l'accent sur aussi l'éducation de la jeune fille. Revenons à l'excision. Vous sortez un ouvrage, La lame de la pureté. Donc, je pense qu'au départ, c'était un scénario, parce que vous êtes scénariste aussi, c'est cela. Et puis après, vous avez jugé bon d'en faire une pièce théâtrale. Oui. Pourquoi? Oui, pour permettre déjà à tout le monde, parce que d'abord, le scénario, c'est pour aboutir à un film. Et après, j'ai décidé de faire ça en une pièce théâtrale pour permettre aux élèves, surtout au cas où que ça se mettrait au programme, de permettre... Je peux la voir, s'il vous plaît? Merci. Voilà, pour permettre aux élèves, étudiants et autres, pour pouvoir prendre connaissance du livre, disons de la pièce. Très bien. Donc, vous parlez un peu plus aux plus jeunes? Oui. Pour prendre la relève? Oui, c'est ça. Pour que les plus jeunes prennent conscience? Effectivement. Que la femme a le droit de garder tous ses organes en place? Oui. La femme a besoin de profiter. Exact. Voilà. Après, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'avec votre ouvrage, les personnes ont commencé à prendre un peu plus conscience? Est-ce que vous pensez que votre ouvrage a joué un rôle important? Oui, parce que le livre est sorti il y a à peine 3 mois. Mais avant ça, j'avais sorti d'autres livres, mais aujourd'hui, qui ont eu quand même à impacter de façon positive la société. Donc, je me dis que je sais qu'avec la sensibilisation, bien avec la promotion qui sera mise en place en ce qui concerne l'ouvrage, je sais qu'il y aura beaucoup de changements. En tout cas, c'est un combat que nous saluons, que nous encourageons, et c'est pour cela que vous êtes avec nous sur le plateau. On est quand même en 2024. Oui. Savoir que à notre ère, des femmes sont encore victimes de l'excision. C'est touchant et on espère que l'État nous aidera justement dans ce combat-là pour que les femmes n'en soient plus victimes. On arrive au terme de notre entretien. D'accord. C'est sûr, mais j'ai une question avant de vous laisser partir. Oui, dites-vous à ces hommes qui se plaignent, mais pourquoi vous parlez que des droits de la femme sans leur rappeler qu'il faut aussi leur parler de leurs devoirs? Comme si on n'avait pas l'habitude de respecter et de faire nos devoirs. Je dirais que nous, en tant que femmes, nous savons très bien que nous avons des devoirs. Mais il faut reconnaître qu'il y a longtemps quand même que les droits de la femme sont piétinés. Et il est temps, avec cette génération à venir, il est temps de rappeler nos droits. Il est temps que les hommes sachent aussi que nous aussi, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la santé, nous avons droit à la protection, nous avons plein... On n'a pas que des devoirs, on n'est pas là que pour faire des enfants, voilà, on n'est pas là que pour préparer, on n'est pas là que pour gérer la maison. On n'est pas là que pour être une femme objet et source de plaisir. Excusez-moi, Tata Naomi, par exemple, quand une femme est dans la maison, qu'elle travaille, l'homme il est content parce qu'elle participe aux tâches de la maison. Voilà, donc... C'est très important. C'est très important pour la femme aussi de pouvoir travailler, pouvoir bénéficier de tous ses droits. Merci. Voilà. Alors, il y a des hommes là qui arrivent, eux aussi soutiennent les...
Messieurs, vous allez vous faire prier. Vous m'avez un peu oublié, je pense. Hein? Et aussi, ils sont pour les droits de la femme, ils nous soutiennent et ce sont eux qui vont justement prendre le relais. Rapidement, je vais leur arracher 2 petits mots concernant l'excision. Professeur Touré, ça fait 2 jours. Hein? Oui, c'est vrai. Allez comme les Ivoiriens. Je suis en jaillet de vous retrouver. Ben, c'est pas... Renaud, oui. En forme? Ça va. Merci hein, pour le rouge. Okay. Notre sang a trop coulé, là. Franchement. Voilà. Franchement. Alors, un mot sur l'excision? Naturellement, l'excision, pour reprendre un peu les thèmes de Fatou Keïta, c'est une chose à proscrire. Merci. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, toutes les femmes excisées ont des difficultés dans leur vie de tous les jours. Ça. Et donc, c'est une pratique obsolète. Et je pense que les femmes aujourd'hui luttent contre cette pratique et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, professeur. Vous voyez, je vous ai dit, ce sont des premiers défenseurs de la femme. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire avant qu'on ne vous laisse partir? Vous sentez que je suis en train de vous retenir, mais le temps m'oblige à vous laisser partir. En fait, c'est le moment de rappeler à toutes les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque 8 mars doit être une journée de revendication et non de fête. Chaque 8 mars, vous devez rappeler vos droits qui sont piétinés, les droits qui doivent être appliqués mais qui ne sont pas appliqués. Il faut chaque année rappeler. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même évolué un tout petit peu, mais je pense que, comme l'adage le dit, c'est un peu qui devient beaucoup. C'est cela. Voilà, pour qu'ensemble, on puisse vraiment profiter de nos droits. Alors, au pas de tortue, on espère arriver au pas de gazelle, de lièvre, pour aller un peu plus vite pour le bonheur des femmes. Merci d'être passé sur notre plateau. On passe le relais à ces 2 charmants messieurs qui défendent les droits des femmes pour la revue intégrale des Unes. Suivez la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2024. Votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis, après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, la recherche de l'excellence. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue des Unes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dr Traoré Amidou. Bonjour docteur. Touré Amidou. Touré Amidou, oulala. Bon, je dis entre la défense des droits des femmes et il y a un Traoré qui m'est resté en tête. Comment ça va? Je vais bien. Bonne arrivée du Maroc, un docteur Touré qui était récemment pour une série d'activités. Oui, je suis allé pour un congrès. Un congrès, c'est bien sur ça. le leadership. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour décrypter les pages de l'actualité en votre compagnie. Et on démarre tout de suite avec Le Jour Plus qui parle de la rencontre qu'il y a eu hier entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président du PDCI. Et il faut le dire, Renaud, que depuis son élection à la tête du PDCI, le président Thiam a entrepris quelques visites à des grands partis politiques ivoiriens. Et donc, c'est dans la même logique, dans la même veine qu'il est allé rendre visite au président Alassane Ouattara. Il faut le remarquer également qu'entre le PDCI et le RHDP, ils proviennent tous deux de la même matrice. C'est des oufouettistes. Et donc, il y a des liens, il y a des convergences entre ces deux partis. Et au-delà qui va même au-delà de, j'allais dire, du brouhaha et des vociférations haineuses ici et là, quelquefois. Voilà. Donc, c'est de bon augure. C'est tout ça le game, comme le disent les... Oui, absolument. Oui, et justement, le président de la République l'a relevé, le fait que les deux formations politiques proviennent de la même matrice, comme vous l'avez dit. Mais ce qui était au cœur de cette rencontre, c'est surtout l'organisation des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. Ici, il faut remarquer que la tradition se mêle un tant soit peu aux usages républicains. C'est normal qu'il aille parler, apporter la bonne nouvelle, informer le président de la date des obsèques du
du président du PDCI RDA, Feu Bédié. Oui. Et ce qu'il faut également ajouter, c'est que le président Alassane Ouattara est le jeune frère. Oui. Et naturellement, il a toujours revendiqué, d'ailleurs. Oui, il a toujours revendiqué. Il prendra une part active, sa part de douleur, sa part de choses. Et là, au-delà des divergences politiques, ce qu'il faut noter, une fois de plus, c'est le symbole de la fraternité entre les deux hommes. Oui, oui. Et surtout, il a dit que lui, en tant que président de la République et l'État, les deux entités prendront leur part justement dans l'organisation de ces obsèques. Oui, l'institution républicaine, voilà. Et Henri Konan Bédié est un ancien président, donc c'est normal que l'institution s'implique davantage. Mais au-delà, il y a la fraternité qui unissait les deux hommes. Et donc, lui, à titre personnel également, il prendra une part active aux obsèques de son ami, de son aîné. De son grand frère, de son aîné, comme il a toujours appelé. Le président du PDC, justement, sorti de cette rencontre, a insisté sur le fait qu'il souhaite avoir des rencontres régulières avec le chef de l'État, justement, pour adresser toutes les questions qui concernent la nation. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense que de tout ce qu'on voit sur la scène politique, il est le plus jeune, il a des idées. Et donc, en venant s'abreuver ou en venant rencontrer le président de la République, je pense qu'il y a des questions en suspens dont ils pourront discuter pour trouver des points d'accord. Voilà. Justement, point d'accord justement qui est effectif au niveau de l'organisation des obsèques, on l'a dit, du président du PDCI, l'ex-président du PDCI, aujourd'hui désormais, qui est décédé le 1er août 2023, on se le rappelle, à Abidjan. Et la date des obsèques, c'est du 20 mai au 2 juin 2024. Voilà. On passe à un autre titre, docteur Touré. Hein, là, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien, docteur Touré. Et avec vous, on parle du candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui a été choisi par le comité central. Et il s'agit bien évidemment de Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo a été désigné, je crois, par son parti. Oui. Ce qui est important à souligner, c'est que Laurent Gbagbo, en l'état actuel des choses, est inéligible. C'est bien cela. Alors on se demande, est-ce, j'allais dire, un appel du pied au président Alassane Ouattara pour que la sanction ou la radiation soit communiée, la grâce d'abord soit communiée en l'amnistie pour lui permettre d'être candidat. Au-delà, il faut dire également que Gbagbo semble être l'otage de la dictature de son parti. C'est donc leur champion, c'est aussi le leader inné, le chef charismatique. À ce titre, le PPAC est dans son rôle. Il ne peut choisir autre personne que Laurent Gbagbo pour porter la candidature de ce parti. Et c'est justement ce qui a été fait par le comité central. Hein. C'était le samedi dernier à Abidjan, et il a dit lui-même que voilà, ça lui avait été demandé il y a longtemps de cela, et cette fois-ci, il a accédé à cette demande du comité central de son parti. Ce qu'il avait, il faut rappeler également que dans un passé récent, le président Laurent Gbagbo avait manifesté son peu d'intérêt pour l'élection présidentielle. Je pense que c'est la pression et la forte pression de son parti qui l'a amené à accéder à cette demande et à être aujourd'hui le président officiellement annoncé du PPAC à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, il n'y a pas que le PPAC qui a choisi son cheval de bataille pour la présidentielle de 2025. Les cadres du RHDP le disent clairement, en dehors du président Alassane Ouattara, personne d'autre ne pourrait représenter le RHDP à l'élection présidentielle de 2025 également. C'est vrai, Renaud. Ce qu'il faut voir, c'est que le président Alassane Ouattara est leur super champion. Il est charismatique, visionnaire, travailleur. Il apporte beaucoup au pays. Et c'est tout à fait naturel que son parti le désigne. Mais est-ce que Là, c'est un appel du pied, il n'a pas encore été désigné officiellement. Il n'a pas été désigné, c'est un appel du pied. Lui demande de porter la candidature du parti. Ces militants refusent, ils refusent le repos. C'est bien cela. Peut-il se soustraire de cette pression? Alors, ça, on l'a vu du côté du PPAC, la pression à payer. Est-ce que ça sera le cas au RHDP? Je pense que est-ce qu'il peut se soustraire de cette pression? J'allais dire que comment dire ça?
que, effectivement, la volonté de Ouattara, c'est une réponse à une clé de la réponse à une éventuelle candidature de sa part. Mais est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes providentiels au RHDP pour succéder à Ouattara? Là est toute la question. S'il trouve un remplaçant, je pense qu'il peut soigneusement prendre sa retraite après tout ce qu'il a pu faire pour le pays. Bon, j'imagine qu'au niveau des instances du RHDP, c'est tout bien réfléchi, qu'ils ont demandé que le président de la République porte la candidature de leur parti pour la présidentielle de 2025 qui arrive à grands pas. Voilà, donc au niveau des formations politiques, tout le monde est en train de s'activer, en tout cas, pour présenter un visage des plus radieux et surtout proposer le meilleur cheval, le meilleur cheval pour la bataille. Parce que déjà, il y a des noms qui s'annoncent. Il y a officiellement le PDCI à son candidat, le PPAC à son candidat. Donc il faut fourbir ses armes et présenter le meilleur cheval. Le meilleur profil en tout cas. Bon, en tout cas, tout ça, on assistera à cela et on s'en fera fort d'en parler ici. Et puis on termine en sport. Docteur Touré, la liste des éléphants pour affronter en match amicaux le Bénin et l'Uruguay a été dévoilée hier par le coach ivoirien. Il n'y a pas grand changement, sauf qu'il y a un seul qui arrive, le latéral droit de Rennes, du stade rennais, Guéla Doué, qui remplace Aurier blessé, et on constate qu'il y a deux autres absents. Il y a Allaire. Sébastien Allaire, pour raison médicale, et puis Christian Kwame également. Sinon, c'est une lettre, c'est une liste qui respecte naturellement l'ossature qu'on a connue pour la CAN 2023. On ne pourrait pas faire autrement. Lucille est toujours absent. Apparemment, il y a encore de l'huile sur son riz. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, il ne rentre pas dans le chemin du coach. Voilà, il a une équipe qui s'est bien comportée et ça a bien marché. Donc, pourquoi va-t-il changer une équipe qui gagne? Là est toute la question. Allez, docteur Touré, merci. Merci d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. On le rappelle, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny au département de communication et puis analyste du discours médiatique. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Donc vous n'avez pas encore trouvé celui qui a mis l'huile sur le riz des arts. Jusqu'à présent, bon. On cherche encore. On va poser la question à Sangari. Il nous le dira. On cherche toujours. Ah, Ivoirien, ouais, on est fort. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On se retrouve dans 2 semaines pour moi, en tout cas, mais pour les téléspectateurs, la semaine prochaine. Professeur Touré, vous êtes revenu du Maroc là en comment? Mais on n'a pas vu les valises, on n'a pas vu les kécha à côté, les bonbons, tu vois, genre les boubous, tout ça là, on n'a pas encore vu. Donc, professeur Touré, pardonnez, ne partez pas si vite. À la fin, quand même, il faut qu'on aille fouiller dans les valises là. En tout cas, bienvenue, ça fait plaisir. Matin Bonheur se poursuit, amis téléspectateurs. On retrouve Léon Brou pour le 2e flash de l'information. Le Conseil du coton et de l'anacarde informe les opérateurs économiques intervenant dans la filière anacarde que la date d'ouverture de la campagne 2024 de commercialisation de l'anacarde est fixée au 21 février 2024. Les prix planchers obligatoires de la noix brute de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant aucune matière étrangère sont fixés comme suit. Prix au producteur, 275 francs CFA le kilo. Prix magasin intérieur acheteur, 300 francs CFA le kilo. Prix magasin usine, 329 francs CFA le kilo. Prix magasin intérieur exportateur, 344 francs CFA le kilo. Prix port sec, boisquet, 344 francs CFA le kilo. Prix magasin portuaire, 359 francs CFA le kilo. Les noix de cajou avec un taux d'humidité de plus de 10% ne seront pas acceptées au déchargement dans les magasins portuaires. Il est demandé à tous les acteurs de la filière de veiller au respect scrupuleux de ces prix pour un développement durable des filières coton et anacarde. La Soka Gakkai International Côte d'Ivoire, la plus grande organisation des bouddhistes d'Afrique pour la paix, la culture et l'éducation, organise la cérémonie de célébration du 16 mars, jour de commémoration de la transmission du flambeau de la paix mondiale à la jeunesse. À cette occasion, un hommage spécial sera rendu au Dr Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai International, sous le thème Daisaku Ikeda, un modèle de vie pour la jeunesse. Nous y êtes tous cordialement invités dimanche 17 mars à 10h au cadre d'exposition d'Abidjan Port-Boué. Infoline 07 07 53 45 27. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bien
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Matin Bonheur. C'est l'heure de ce deuxième flash d'information. Il n'y a pas d'augmentation des prix des produits de grande consommation. Déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie hier lundi 11 mars 2024. Souleymane Diarra-Souba venait lui-même de faire l'heureux constat au terme d'un contrôle à l'abattoir de Port-Boué et dans des supermarchés d'Abidjan. Un contrôle dans le cadre du suivi du plafonnement des prix des produits de grande consommation au moment où commence le Ramadan. Juliette Ouéa. Riz, lait, huile, tomates, pâtes alimentaires, viande et poissons, des denrées prisées en cette période de Ramadan et de carême chrétien 2024. Pour vérifier les prix et le niveau d'approvisionnement en vivres, le docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, visite des espaces commerciaux dans la commune de Cocody, des entreprises de poissonnerie à Trècheville, zone portuaire, l'abattoir et le marché de Port-Boué. Le ministre du Commerce et de l'Industrie contrôle les prix, vérifie les stocks et échange avec les commerçants et gérants. La population n'aura aucun souci au niveau du poisson congelé. Le marché est assez approvisionné et chez nous et chez les autres importateurs. On avait prévu cette période qu'on avait anticipée, non seulement par rapport à la Coupe d'Afrique, mais en plus de ça, par rapport à la période du Ramadan. Je ne suis pas vraiment satisfait. Nous avons pu noter tous ensemble, en fait, la disponibilité en abondance de produits de grande consommation, que ce soit des produits vivriers, et également les produits manufacturés. L'approvisionnement en bétail sur l'année 2024 est en augmentation de 15% par rapport à l'année 2023. Donc tout ceci pour dire aux populations qu'elles n'ont pas de soucis à se faire pour la disponibilité de la viande de bœuf et de la viande de mouton et que le prix arrêté entre les acteurs de la filière et le gouvernement est affiché et également respecté. La viande avec os à 2800 francs et la viande sans os à 3000 francs. La Côte d'Ivoire importe suffisamment de poissons. Nous importons en moyenne environ 600 000 tonnes de poissons par an. Et nous avons visité ensemble un entrepôt qui contient au moins 6 000 tonnes. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, et le carême sont des moments spirituels cruciaux pour les communautés musulmanes et chrétiennes. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. L'invité du matin se nomme Sandrine Adon, amis téléspectateurs et les juristes, et vous savez qu'elle nous rend régulièrement visite pour débattre de droits, et on parle de droits de la femme en ce mois de mars. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors, vie conjugale et droits de la femme. Ah, c'est complexe, dites-nous. Qu'est-ce que la vie conjugale et qu'est-ce qu'on doit comprendre par les droits de la femme dans la vie conjugale? Alors, la vie conjugale, c'est évidemment la vie de la femme au sein du ménage, du foyer, le caractère matrimonial de son existence. Et donc, les droits des femmes dans la vie conjugale vont faire intervenir tous les droits qu'elle a au cours de cette vie conjugale-là, donc au cours du mariage, au cours du concubinage, même si à ce niveau-là,
il n'y a pas grand-chose à dire, mais dans tous les cas, tout ce qui a été mis en place justement pour assurer la protection et la valorisation de ces droits. Est-ce qu'on peut citer quelques droits de la femme dans la vie conjugale? Bien sûr. On a par exemple la liberté d'exercice d'activité professionnelle. C'est vrai que ça ressemble à un droit en dehors de la vie conjugale, mais il y a des situations où on interdit à certaines femmes, où on veut interdire à certaines femmes d'exercer une activité professionnelle parce qu'elles sont mariées. Il y a le choix du domicile, qui est un droit acquis à la femme. Elle a le droit de choisir le domicile d'un commun accord avec son époux. En cas de désaccord, c'est le juge qui tranche. Il y a également la liberté d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Et ce droit-là, la femme mariée l'a depuis 1983. Malheureusement, on ne le sait pas trop. Il y a également le droit de gérer ses biens propres librement et même d'administrer les biens dans la communauté. Donc, ce n'est pas un droit exclusif réservé au mari quand on choisit la communauté de biens, mais la femme a également le droit d'administrer la communauté. C'est prévu par la loi ivoirienne. Et puis à côté, elle a le droit de choisir son régime matrimonial, tout autant que l'homme. Donc elle a le droit de donner son accord. Si elle veut que le régime change, elle doit le faire avec l'accord de son époux, mais elle peut en avoir l'initiative. Donc rien n'empêche qu'avec l'accord de son époux, elle parte voir le juge pour changer de régime matrimonial. Et même choisir un contrat de mariage, par exemple. Donc il y a ces droits-là pour ne citer que ceux-là. Elle a le droit de garder son nom après le mariage? Bien sûr. Bien sûr, seulement dans le cas du nom, on va parler du nom d'usage du mari. Elle a l'usage du nom du mari, ça ne veut pas dire qu'elle perd son nom. C'est-à-dire que quand elle se marie, elle a son nom auquel on va ajouter épouse pour tout ce qui est document administratif. Mais elle a le droit de continuer à porter son nom, donc elle peut se présenter autant sous son nom de jeune fille que sous le nom du mari. Donc c'est un droit d'usage qu'elle a, ce n'est pas une obligation au sens typique du thème. Voilà. Vu tous ces droits que vous venez de citer, est-ce qu'on peut dire que désormais la femme est l'égale de l'homme dans la vie conjugale? Oh, oui, au sens du droit, bien sûr. Parce que depuis 2013, en Côte d'Ivoire, on est passé de la qualité de chef de famille de l'homme à la cogestion du ménage. Donc aujourd'hui, ils sont deux à guider le bateau, on va dire. Donc ils sont logés à la même enseigne. Autant l'homme a un tel droit, autant il est prévu également pour la femme. Donc il y a une sorte d'équilibre. Et dans le mariage, les deux sont égaux. Les deux sont égaux et les femmes ont décidé de prendre le pouvoir à Matin Bonheur. Elles sont nombreuses à nous avoir écrit. Et on va aller avec des cas pratiques. Merci en tout cas à toutes ces téléspectatrices qui nous suivent, qui nous font confiance et qui attendent les conseils de Madame Adon Sandrine. Voici le premier cas. Aïcha et son époux sont mariés depuis 5 ans. Depuis 2 ans, sans lui donner l'information, son époux a fait bloquer son salaire afin d'acheter une maison. Il ne participe plus aux charges du ménage, encore moins aux dettes du ménage. Elle veut savoir quels sont ses droits afin de l'obliger, justement, afin d'obliger son époux à contribuer aux charges de la maison. Alors, tout à l'heure, on parlait de gestion conjointe du ménage. Et ça implique que autant l'homme que la femme doivent contribuer aux charges du ménage à hauteur de leurs facultés respectives. Ce qui signifie que ce que l'homme gagne doit pouvoir intervenir dans les charges du ménage, ce que la dame gagne également. Ici, l'époux a décidé de ne pas contribuer parce qu'il a prévu acheter une maison. Le problème est qu'il n'a pas obtenu l'accord de son épouse pour une telle action. L'idéal aurait été d'avoir son accord et qu'ensemble, ils décident du bien qui va servir, par exemple, aux charges du ménage. Dans ce cas de figure-là, la loi prévoit que l'époux qui ne contribue pas peut se faire assigner en justice. Donc, l'épouse a le droit de saisir le président du tribunal du domicile, c'est-à-dire si on est à Cocody, on saisit le président du tribunal d'Abidjan Plateau, qui va délivrer une ordonnance qui va obliger la banque, par exemple, à prélever un certain montant qui va permettre à contribuer directement aux charges du ménage. Donc, c'est une procédure judiciaire. Pourquoi un certain montant? C'est son compte en banque? Pourquoi il bloque son salaire? Oui, bien sûr. On lui donne tout son salaire, non? Non, on ne va pas donner tout le salaire. Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est plutôt le salaire du monsieur qu'il a décidé de... Non, c'est le monsieur qui a bloqué le salaire de madame. Non, dans ce cas, ce n'est pas possible du tout.
Peut-être qu'ils ont ouvert un compte commun, je ne sais pas moi, mais il a bloqué en fait. Si c'est un compte joint, il faut forcément l'accord de l'autre. Donc, il y a abus de droit dans ce cas-là. Donc, il va demander au tribunal, justement, de faire annuler l'action qu'il a posée. Moi, je l'avais compris dans le sens où il ne contribue pas, il ne contribue plus, en fait, parce que, justement, il garde son salaire pour faire quelque chose et c'est elle seule qui assume tout. C'est comme ça que je l'avais compris. Ah, moi, j'ai compris dans le sens où il a tout bloqué concernant madame parce qu'il veut acheter une maison. D'accord. Donc, dans les deux cas, le premier cas, elle saisit le juge pour que, justement, on saisisse une part du salaire du monsieur pour acheminer ça vers les charges. Si jamais c'est monsieur qui a gardé son salaire à lui. Exactement. D'accord. Dans l'autre cas, vu qu'elle a la liberté d'ouvrir un compte bancaire, de l'administrer comme elle veut, il y a carrément abus de droit. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, depuis 1983, les dames ont le droit justement d'ouvrir leur compte, mais il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Donc avec cette situation-là, elle peut demander au juge justement de relever ou bien de lever ce droit en griffe que le monsieur a eu parce qu'il a dépassé son pouvoir, on va dire. Il dépasse souvent les hommes là. Le compte ne lui appartient peut-être pas à lui seul et il a abusé de son droit, il a étendu au-delà des limites. Du coup, avec la décision du juge, on va ramener son droit là où il était pour que et lui réexpliquer les choses. Bien sûr, qu'il n'a pas le droit justement d'accomplir un acte seul pour lequel il a besoin de l'accord de son épouse. Très bien. Alors, on part cette fois-ci avec Maria et Eloge. D'accord. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble, d'accord? Maria veut acheter des biens et faire à ses enfants une donation. D'accord. Eloge souhaite qu'elle lui donne l'argent pour le faire afin d'avoir une meilleure garantie. Selon lui, il est l'homme et c'est plus sûr. Comment on peut la conseiller utilement? Moi, je sais pas, tu es l'homme, c'est plus sûr que tu prennes mon argent, je sais pas le truc. Simplement d'abord, Eloge n'a aucun fondement juridique pour prétendre que en plus, on n'est même pas mariés légalement. Obtenir cet argent-là permettra à la procédure d'être plus sûre. Maria a le droit de faire une donation. C'est prévu par la loi sur la libéralité. On n'a pas besoin d'être marié, on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un. Il faut simplement qu'on soit majeur. Et la loi sur la libéralité, c'est la loi qui prévoit que les époux, en fait, ou bien chaque personne puisse disposer de son patrimoine comme elle le sent. Donc, ça peut être une donation entre vifs, ça peut être un legs. Et dans ce cas-là, elle va acheter quelque chose pour léguer à ses enfants. Elle n'a besoin de l'autorisation de personne. Elle décide d'acheter, elle peut acheter elle-même parce qu'elle est majeure. Elle n'est pas incapable, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui a besoin d'accompagnement, qui se trouve dans un stand en tant que personne internée. Libre, elle agit librement, elle se rend là où on doit acheter, où elle s'assure simplement que toutes les règles sont bien prévues, que tout est bien encadré, qu'elle ne met pas son argent dans quelque chose d'illégal. Et lorsqu'elle a ce bien-là, elle décide simplement de faire une donation à ses enfants, soit par un acte écrit, et puis elle établit que voilà, je donne ça à mes enfants. Et si ce sont des biens, des maisons, il faut que l'accompagnement immobilier se fasse par voie de notaire. Alors, dites-moi, pourquoi généralement les hommes pensent qu'on doit leur remettre notre argent parce que c'est plus sûr? On entend ça souvent. Oui, très souvent. Peut-être à cause de leur ancienne qualité de chef de famille. Moi, je pense que c'est cette ancienne qualité-là qu'ils continuent de vouloir faire prévaloir, même parfois inconsciemment, parce qu'ils sont vraiment attachés à cette qualité. Alors que la femme gère mieux, hein, disons la vérité. La femme gère mieux. La femme gère mieux. Bon. On part à un autre cas. D'accord. On a le père de Jackie qui veut laisser une succession à sa fille qui est mariée. D'accord. Mais parce que c'est une femme, il veut mettre cette succession au nom de son mari, car selon lui, la femme n'a pas pleinement les droits de propriété. Jackie veut en savoir plus et être juridiquement éclairée. C'est vrai que les femmes n'ont pas pleinement les droits? Ce n'est pas vrai. Ah, les papa de Jackie, là, tu as tapé poteau, hein? Les femmes ont la pleine propriété. Elles ont le droit d'avoir une propriété. C'est un droit constitutionnel. C'est repris même par le droit sur la succession. Quand on désigne les descendants, donc les personnes qui viennent après les parents, on n'a pas distingué une fille ou un garçon ou un homme ou une femme. La loi a évoqué les descendants. Donc, autant l'homme que la femme a droit à une propriété. Et donc, ici, le père de Jackie peut valablement léguer ce qu'il veut à sa fille.
et son droit sera consolidé par un jugement d'hérédité après si elle le veut. S'il lègue la succession en question à son beau-fils, c'est à son beau-fils qu'il aura légué. Ça ne veut pas dire que ça sera à sa fille. Tu as donné à ton beau-fils, qui va laisser ta fille le vieux enfant comment? À moins qu'il ne lègue aux deux ensemble. Mais là encore, il vient limiter le droit de sa fille. S'il veut le léguer à son beau-fils, qu'il le fasse. Mais il n'y a pas d'excuse légale pour dire que parce que c'est une femme, on va le donner à un homme. Non. La femme a acquis la pleine propriété. Et c'est un droit que tout le monde doit savoir. Peut-être qu'il se base sur les droits traditionnels, mais notre loi depuis 1964 jusqu'en 83 et maintenant 2019, la femme a la pleine propriété. Merci. Donc, mesdames, lançons-nous, on a la pleine propriété, merci beaucoup. Alors, on parle de Prisca maintenant. D'accord. Elle est étudiante en droit. Hein? D'accord. Alors, elle tente d'expliquer à sa mère les droits dont elle dispose pour obliger son mari à ne pas dépenser tout son argent, à préserver les meubles dans la maison et à réagir même quand il ne le veut pas. Mais la maman ne comprend pas. D'accord. Alors, Prisca fait bien. Parce que très souvent, on a des situations où on entend que le monsieur, parce que c'est souvent le monsieur qui le fait, a vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison et la maison se retrouve vide parce que peut-être on devait répondre de certaines dettes. Ici, il y a la loi sur le mariage avec l'article 54 qui va permettre de protéger les biens à l'intérieur de la maison. On a les articles 53 et 54 qui vont empêcher celui qui n'a pas, en fait, même si la personne se trouve dans un régime qui n'est pas commun et qu'il disperse tout son patrimoine et que finalement ça empêche le bon fonctionnement du ménage, l'autre conjoint a le droit de saisir le juge pour qu'on limite ses actions. Dans le premier cas, en ce qui concerne les meubles, il a besoin de l'autorisation de l'autre, même si ce n'est pas lui qui a acheté. Tant que ce sont les meubles qui composent le contenu de la maison, le conjoint a besoin de l'accord de l'autre. Donc que ce soit un mariage sous la communauté de biens, ou séparation de biens, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est ce qui est prévu par la loi. C'est une protection justement du domicile familial. Donc vous avez une maison que vous avez meublée, même si c'est vous qui l'avez meublée, tant que c'est votre domicile familial, vous n'avez pas le droit de disposer du contenu meublant de la maison sans l'accord de l'autre. De votre partenaire. Donc, ici, le père de Prisca ne peut pas justement se permettre de le faire. La mère de Prisca a le droit de saisir le juge pour annuler les actes qu'il aura faits. De l'autre côté, même s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'il veut dépenser tout son argent et finalement ne plus contribuer aux charges du ménage, on peut également saisir le juge pour l'emmener à limiter ses actions, même s'il est sous le régime de la séparation de biens. Parce que justement, sa mauvaise gestion porte atteinte à l'intérêt de la famille. Effectivement. Et puis, il y a ce qu'on va appeler l'habilitation ou l'autorisation judiciaire. Donc, si elle a besoin de l'accord du papa de Prisca pour poser un acte et qu'il ne le veut pas, ou qui refuse et que ce n'est pas dans l'intérêt du ménage, elle peut saisir le juge pour qu'on lui donne à elle tout le droit. C'est-à-dire qu'elle avait une partie du droit et lui, il en avait l'autre. Mais comme il ne veut pas, ou alors il est dans l'impossibilité de donner son accord, elle saisit le juge pour qu'on lui donne le plein droit, c'est-à-dire le droit dans son entièreté. Et le deuxième cas de figure, elle a la possibilité de demander au juge de lui donner même un droit qu'elle n'avait pas. Si le monsieur est hors d'état de manifester sa volonté. C'est-à-dire que, par exemple, il a un bien, qui est une voiture, et on a besoin d'argent. Pour, par exemple, lui-même, il se retrouve à l'hôpital. On a besoin d'argent justement pour le soigner. Et c'est sa voiture. Mais on a besoin d'argent. Donc, elle demande au juge de l'autoriser à vendre, ou de l'habiliter, pardon, à vendre la voiture pour que justement, cet argent-là puisse servir aux soins. Parce qu'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Donc, ce sont ces droits-là dont la femme dispose justement pour garantir son patrimoine dans le ménage, pour garantir l'équilibre familial et pour permettre que, voilà, tout soit... Maître, et les messieurs qui font le déménagement sans en informer l'épouse, genre, il a eu une nouvelle femme et il n'a pas dit à quelqu'un, il n'a pas divorcé, mais dans son inspiration, il vide toute la maison. La femme revient, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les voisins maintenant qui vont informer. Vous dites, ah, il y a un nouveau foyer, il a pris tout pour partir. On fait comment? Idéalement, je dirais qu'elle parte aussi. Qu'elle le suive là-bas parce que c'est son ménage, elle est domicile conjugal. Mais pourquoi on allait vivre? Pourquoi on n'a pas légalisé la polygamie? Un exemple, non, ce n'est pas une polygamie, mais je vais dire que ce sont ses affaires. Au-delà,
ce qu'elle peut faire de plus logique, là c'était pour rire, c'est de saisir le juge justement pour dire que soit il a abandonné le domicile conjugal. Ensuite, elle peut demander à ce que toutes ses affaires soient restituées parce que c'est le contenu du domicile conjugal. Donc elle peut le faire et avec l'ordonnance du juge, elle va obtenir l'accompagnement de la force publique pour aller récupérer tous ces documents. Mais maintenant, toutes ces étapes-là, genre, faut informer le juge, et le temps le juge va répondre, tout ça là, c'est pas trop long. Si, quand même. Mais il y a des structures qu'on appelle des structures de médiation familiale. Alors, ces structures de médiation familiale-là existent. Il y a des formations en médiation familiale qui permettent aux gens justement de trouver des terrains d'entente sans qu'on ne parte vers les juridictions. Ce ne sont pas des procédures... Reconnues par la loi? Oui, bien sûr. La médiation, c'est une fois que vous vous entendez, la convention vaut. Parfois, on n'a pas besoin d'aller devant le juge. Par exemple, vous décidez de vous entendre tous les deux de comment vous voulez régler une affaire ou une situation. Quand vous vous entendez, le juge n'a pas besoin d'intervenir. Généralement, le juge intervient quand c'est prévu par la loi que le juge doit forcément intervenir ou qu'en fait, on n'a pas trouvé de solution. On va chez le juge pour qu'il tranche. Par exemple, le choix du domicile conjugal. On doit choisir ensemble. Le monsieur veut que ce soit Cocody. La dame estime que Koumassi, c'est mieux. Souvent, il n'a pas l'argent d'être à Cocody. Hein? Mais pour faire genre, il peut aller là-bas. La loi prévoit qu'en cas de désaccord, on se rende devant le juge. Mais avant d'arriver devant le juge, on peut se dire que ça sera une procédure judiciaire. Donc, on peut aller devant un médiateur qui va essayer de trouver un terrain d'entente pour nous. Si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on retourne devant le juge. Et dans ce cas, quand le juge tranche, on est obligé de s'exécuter. On le trouve où, ce médiateur-là? Il y a plein de cabinets, en fait. Ce sont des cabinets. Il y en a qui sont même au sein de certains cabinets d'avocats. Il y en a qui sont à leur propre compte, mais il y en a. Il y a la médiation familiale. Donc, il y a la médiation dans plusieurs domaines. Mais dans ce cas de figure, la médiation familiale est bienvenue. Donc, ça aide souvent les personnes à trouver un terrain d'entente quand les gens de la famille n'y arrivent pas, quand le père spirituel n'y arrive pas, quand les gens qu'on respecte, les témoins et autres n'y arrivent pas. On peut aller voir la médiation familiale. Et puis, si on ne tombe pas d'accord, dans ce cas, on va devant le juge pour éviter parfois de disloquer carrément la famille. Parce que quand le juge intervient, la décision ne nous convient pas forcément, mais donc, il faut on est obligé de l'exécuter. Exactement. Alors, on parle de nos droits, on parle des femmes, tout le mois de mars. Puis les hommes se sentent un peu abandonnés. Ah, les femmes vous en faites un peu trop. C'est pas peut-être parce que les femmes ne sont pas bien informées que la sensibilisation se poursuit? C'est surtout ça. Moi, je pense qu'au niveau de la formation, au niveau de ce qui est droit des femmes, on n'a pas toujours pris de la bonne manière. On s'est axé peut-être sur un volet et on a laissé la base. On aurait dû commencer par la bonne formation, la sensibilisation et surtout ne pas laisser les hommes de côté. En sensibilisant les femmes, il faut bien sensibiliser les hommes aussi. Il y a deux groupes, les hommes et les femmes. Si on se met à dos les hommes, je ne suis pas très sûre que notre lutte puisse prospérer, que nos droits soient véritablement atteints. Et on doit surtout faire comprendre aux hommes que les droits des femmes ne viennent pas empiéter sur les droits des hommes. C'est surtout qu'elles veulent pleinement ce à quoi elles ont droit en tant qu'êtres humains. C'est aussi simple que ça. La sensibilisation devait aussi peut-être rappeler les devoirs des femmes qui maintenant, avec leurs droits, il y en a plusieurs qui écrasent des hommes carrément. Exactement. Tout à l'heure, par exemple, on parlait de contribution aux charges du ménage. Quand on parle de devoirs, on doit assumer les responsabilités qui en découlent. Et nous, les femmes, on n'aime pas toujours responsabilité où l'argent doit sortir. Alors que quand on obtient un droit, il faut assumer les responsabilités qui en découlent et il faut comprendre nos devoirs. On ne va pas réclamer quelque chose et vouloir que ce soit les hommes qui assument les responsabilités de nos droits. Vous savez, est-ce que la religion n'y est pas pour quelque chose? Beaucoup. Je suis chrétienne, mon époux, lui, il est musulman. Et puis, quand je prends le temps de lire le Coran, quand je prends le temps d'écouter les prêches des imams, je retiens, il y a des messages qui nous rappellent que c'est l'homme qui doit pourvoir aux charges de la famille, rien pour la femme. Hein. La femme le fait si elle le veut, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas notre éducation aussi religieuse qui nous emmène justement à laisser l'homme faire? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a tout cet ensemble-là. L'éducation religieuse et culturelle a contribué justement à maintenir parfois la femme dans une position d'assistée.
Et on attend toujours que ça vienne des autres. Mais maintenant que nous avons décidé de réclamer nos droits, de les exercer pleinement, quand on dit ou quand on défend la position de la femme ou sa posture en tant qu'égale de l'homme dans le ménage, le législateur ne viendra pas vous dire que c'est à cette hauteur-là que vous devez contribuer. C'est cela. Le législateur a prévu qu'on contribue chacun à hauteur de ses facultés respectives. Merci. Au sein du ménage, c'est aux époux de vraiment trouver le bon angle qui va leur permettre de gérer leur ménage. Il y a certains qui décident que ce soit l'une des parties qui envoie l'argent et l'autre qui contribue à la gestion du foyer. Le problème, comme on voit de plus en plus des papas au foyer. Voilà, voilà. Le problème, il faut que ce soit d'un commun accord. Il faut que ce soit volontaire. C'est lorsque justement on vient l'imposer à la femme que ça devient problématique. Vous savez quoi ? À la réalisation, ils vont me donner un coup de poing si ça continue. Le temps, il est largement passé depuis un certain bout de temps. Mais vous savez, quand on parle de droits de la femme, on a tellement de choses à dire. C'est notre mois. On voudrait vous dire merci. Et puis la conclusion de cette émission vous revient en fixant... elle regarde la 6, la 5, la caméra 6, s'il vous plaît. C'est vous qui concluez l'émission. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de vie conjugale et droits des femmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes ont des droits, aussi bien dans le ménage que les hommes. Et il nous revient de l'exercer pleinement et surtout d'assurer les responsabilités qui en découlent. Et c'est avec cette belle conclusion qu'on vous remercie de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On se retrouve demain.